Dans cette émission, nous allons vous présenter le défilé du 11 novembre, l'exposition du club d'histoire locale sur la guerre 14-18, ainsi que la cérémonie organisée pour rendre hommage au doyen de la commune, M. Hessler, et honorer les couples fêtant leurs noces de diamant, M. et Mme Dillot, et leurs noces d'or, M. et Mme Nunn. Au drapeau! Première année de la Grande Guerre dans le cadre d'un centenaire unanimement partagé. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de ce tocsin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population, de ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre et de ces 27 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Malgré le temps qui passe et nous éloigne d'un siècle que cette guerre a ouvert, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et au-delà tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et la paix. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe et de garantir la place de la France dans le monde. Beuclier Henri, mort pour la France. Beuclier René, mort pour la France. Blot Gaston, mort pour la France. Bomesbar Albert, mort pour la France. Chrétien Georges, mort pour la France. Chiriot Alexandre, mort pour la France. Cuny Constant, mort pour la France. Dautré Paul, mort pour la France. Dautré Maurice, mort pour la France. Comment?
Salut à toi, brave poilu, perché là-haut sur ton piédestal. Depuis des années, combien as-tu connu, à la mémoire des disparus, ce cérémonial? De 14, la der des der, soi-disant. Ces gueux terrés dans les tranchées, la peur au ventre, montant au tombeau, sans autre horizon que s'être curé, de chair à canon, l'hurlant à l'assaut. De 40, la débâcle et la honte. Ces décharnés, internés dans les camps, grotesques troupeaux, appelés à rejoindre l'oubli. De 45, l'espoir et la délivrance. Ces vagues humaines, de soldats trépassants, sur les plages ensanglantées d'un feu nourri. De 50, la coloniale. Ces renégats dans les rizières croupissants, au nom de quel intérêt, de quelle hypocrisie. De 56, l'inutile est perdu d'avance. Ces bleusailles abusés, massacrés, gisant dans les gorges de Pelastro, en Algérie. Toi, reste sur ton piédestal, brave poilu éculé. Reste le symbole de tous ces hommes trépassés, qui au bûcher de l'infamie sont montés confiants pour inscrire une page de liberté à nos enfants. Toi, le kidam qui passe là aujourd'hui, fais-lui un signe amical à ce brave poilu. Il saura te transmettre à tous les estourbis. Et toi, jeune damoiseau, à ses pieds sois le bienvenu. Son piédestal est un symbole, n'en fais pas un buis-buis. De voir respectueux, il saura qu'il n'est pas pour rien disparu. Jean Schweizer. Cette cérémonie en musique, je vous remercie d'être venus aussi nombreux et je vous invite tous au pot de l'amitié à la mairie où il y a cette fantastique exposition du club d'histoire locale que je remercie pour sa participation, notamment aux braves poilus français et américains qui sont présents aujourd'hui. Merci à tous.
c'est vraiment Et pour une fois qu'il la voit travailler, en train de se faire Non, rire. mais la boisson, le vin, Non, mais c'est pas son... Ils la mettent là, mais c'est pas son rayon, ça. Pour que ça plaise à tout le monde, on voulait commémorer quand même le centenaire de la guerre de 14 le mieux possible. Alors on a surtout axé l'exposition sur Marbache, puisque on parlait que de toute la guerre de 14, c'est pas possible. Donc vous verrez sur tout ce qui est affichage, c'est essentiellement Marbache et ce qui a touché Marbache, donc les batailles autour. J'espère que cette exposition va vous plaire. Ah, je ne dis pas on fera mieux la prochaine fois, parce que je trouve qu'on a bien fait pas trop mal. Je vous souhaite une bonne journée et merci beaucoup d'être venu. Voilà. Merci. J'ai naturellement voulu savoir comment le conseil municipal de 1914 avait pu gérer cette situation de guerre. J'ai un extrait du livre de l'histoire locale qui s'appelle « Au service de la France », qui est disponible ici, qui retrace le conseil municipal du 5 août 1914. Le 5 août 1914, le conseil municipal est convoqué en réunion d'urgence. Sont présents Théophile Georges, adjoint, qui préside la séance, Ferdinand Acrement, Eugène Lacombe, François Moll, Joseph Artis, François Collet, Jean-Claude Zeren, Édouard Stack et Auguste Henry, instituteur retraité qui est secrétaire. Il manque le maire, Henri Demanger, Charles Dupé et Arsène Barra qui sont partis pour la guerre. La délibération, considérant qu'en ce temps de guerre, il y a lieu de subvenir aux besoins les plus pressants des familles nécessiteuses dont les chefs sont partis à l'armée, que le bureau de bienfaisance veut bien venir en aide à la commune en prenant à sa charge la fourniture de pain, vote une somme de 500 francs pour la fourniture des autres denrées alimentaires, lait, graisse, etc. Remerciement unanime à la commission administrative du bureau de bienfaisance, qui est l'ancêtre du CCAS. Il y a eu une autre terrible guerre et autour de nous, aux portes de l'Europe, la guerre est encore là. Et pourtant, après ce que nos aînés ont cru être la DER des DER, on avait dit plus jamais ça. Vous, membres du club d'histoire locale, êtes les sentinelles de la mémoire collective. Ce que vous faites aujourd'hui nous rappelle que pour vivre le meilleur, il faut sans cesse se souvenir que l'homme est capable du pire. Bravo et merci à vous. Merci. Et dans le fond, entrez. Marbache n'a pas été au cœur du conflit, ça n'a pas une zone de combat proprement dit. Par contre, Marbache, comme on était tout près du Bois-le-Prêtre, le Bois-le-Prêtre, vous en avez certainement entendu parler, près de Pont-à-Mousson, il y a eu une grosse bataille au Bois-le-Prêtre, les Français et les Allemands se sont affrontés là-haut. Donc Marbache a servi beaucoup à héberger les troupes françaises, et tout ce qui était, donc Marbache et les alentours, évidemment de ce côté ici, tout ce qui était allemand, les troupes allemandes, tout ça était plutôt du côté au-delà de Pont-à-Mousson. Je ne sais pas si vous connaissez, Pagny-sur-Moselle, Dieu-Loire, tout ça. Tous les Allemands étaient plutôt de ce côté-là. Voilà. Donc nous, Marbache, on a accueilli les troupes françaises. Le château a servi de quartier général de quartier général de division à la 73e division d'infanterie. La 73e division d'infanterie était de Toul, c'était une artillerie. Là où il y a l'école à l'heure actuelle, c'était un parc d'artillerie où étaient stationnés tous les caissons d'artillerie, les chariots et tout ça. La gare qui servait évidemment au déchargement de tout ce qui était matériel. Là où il y a le pont de l'autoroute à l'heure actuelle, il y avait une petite carrière qui était un dépôt de munitions. Un dépôt de munitions d'où partait une petite voie ferrée qui allait jusqu'au Bois-le-Prêtre pour emmener toutes les munitions aux soldats qui le battaient au Bois-le-Prêtre. Voilà, tu vois à peu près l'occupation du territoire. Et toute une série de photos donc, qui montrent Marbache et les environs, notamment le Bois-le-Prêtre, tout ça pendant les batailles. Autrement, bon, tout le matériel qui est présenté ici, c'est tout du matériel qui a servi pendant la guerre, évidemment, avec une grosse majorité de matériel français, un peu d'allemand là, et après un officier américain là-haut qui est du service de santé, qui lui, pareil au château, on a accueilli un service d'ambulance américaine
Hein. Les États-Unis sont rentrés en guerre qu'à partir de 1917. Ils n'ont pas fait la guerre dès le début. Mais dès 1915, des volontaires américains, civils, venaient pour... ils avaient créé un corps médical d'ambulanciers américains. Et ceux-là, ils étaient stationnés au château à Marbache, à partir de 1915. En fait, ils sont morts au Champ d'Honneur. Hein. Il y a 58 personnes de Marbache qui ont été tuées en 14, enfin pendant la guerre, entre 14 et 18. Donc voilà, ce sont les fiches de décès. Quand un soldat mourait, c'était les fiches de décès qui étaient envoyées dans la nature pour protéger les gens. Donc ils ont adopté ce qu'ils appellent le bleu horizon. Bon, quelques nuances près, hein, bleu clair, bleu un peu plus foncé. Mais pourquoi ils avaient un numéro là? Ça, c'était les numéros du régiment. C'est pour identifier chaque régiment, chaque soldat appartenait à un régiment qui était numéroté là. Voilà. Alors ça, 167, c'est toutes les françaises. 167, c'est le régiment de la 73e DI. Ça, ce sont les gens qui dormaient à Marbache et qui allaient se battre au Bois-le-Prêtre. Alors ça, c'est un soldat, ça, c'est un officier. Ça, les deux tenues entrée-de-guerre. Hein. Alors si vous voyez par rapport aux soldats allemands, les deux soldats allemands qui sont juste derrière vous, vous voyez la couleur de l'uniforme qui lui se confondait très bien dans la nature. Vous voyez, voilà, du son de tranchée, donc c'est à partir de 1916. Vous voyez, un PC de bataillon, une tranchée et les tenues bleues. Voilà. Et même par extension, après, l'armée française a adopté le kaki que vous voyez là-haut pour l'armée d'Afrique. Le standard au début du siècle, les gens étaient beaucoup plus petits qu'ils sont maintenant. Hein. Nous, on est tous dans les 1m70, 1m75, mais avant, la taille, les gens avaient facilement 15 cm de moins, donc forcément, les uniformes étaient plus petits, les casques aussi. L'ennemi par le trou, avec des jumelles, vous voyez les jumelles, les longues vues, là. S'il fallait tirer, voilà, ils avaient un trou pour tirer. Ça, c'est pour couper les barbelés, ça. Parce que devant les tranchées, il y avait des barbelés. Oui, il y a plusieurs modèles. Par exemple, ces deux képis-là ont appartenu, regarde, tu vois ce trou-là, le gars qui a porté ce képi-là, il a pris une balle là. Ça, c'est véridique, hein. Ce képi-là, le gars est mort avec. Il a été tué au combat avec ce képi-là. Le martinet était en dotation pour chaque militaire pour le nettoyage des tenues, de la vareuse, de la capote, pour la poussière. Ah bon? Oui. Du tabac. Toucher le paquet de tabac. C'est resté le tabac? Oui. On touchait les troupes. Ah oui. Après, ça a été mis en cigarette. Mais là, ils ne mettaient pas de cigarette parce que dans la tranchée, on voyait trop loin le feu, donc ils fumaient souvent la pipe, plutôt, de préférence. Parce que l'incandescence était horizontale. Tu as le fusil pour tirer quand tu es dans les tranchées ou pour tirer sur les bifs, et tu as la baïonnette. Quand tu montes à l'assaut, la baïonnette, ça sert à embrocher celui qui est en face de toi. Quelquefois c'est au corps à corps, quelquefois c'est au corps à corps. Bah voilà. Quand t'es comme ça, parce qu'avec un fusil, tu vois, on peut brancher de la glycérine dessus. Ah bah oui, c'est cassé. Ouais, elle est cassée. La baïonnette s'enlève du fusil, forcément, elle n'est pas fixe au fusil, tu vois, la baïonnette, là, elle s'enlève là-dessus, elle est rangée normalement sur le côté du... Bon là, je n'ai pas le porte-baïonnette, mais normalement elle est rangée sur le côté gauche. Voilà. Regarde la baïonnette. Elle est poussée pointue, hein. Ça c'est les arbres en fait. Après, ils vont être évolués en faisant des arbres plus courts. Ouais, c'est un vrai billet, ouais. 100 marques. C'est un billet allemand. C'est des marques. Bah oui, c'est marqué. C'est comment on dit au revoir en autrichien. Quand les soldats faisaient leur classe, ce qui appelle... Non, ils faisaient le conseil de révision. Ils faisaient le conseil de révision, voilà. Tu faisais le conseil de révision, c'est-à-dire que tu étais appelé pour passer pour voir une visite médicale, pour voir si tu étais apte à être soldat. Et à l'issue du conseil de révision,
Les gens achetaient au foyer, bien souvent c'était vendu au foyer. Devant, ils achetaient ces petites machines-là pour dire que c'était des petites cocardes. S'il était bon pour la guerre, il était bon pour les filles. Voilà. Les garçons étaient bons à aller voir les filles parce qu'ils étaient bons pour faire un soldat. Voilà. Pour transcrire. Polisport. Ouais, oui, le Polisport, voilà. Là. Et là, le mur, il est plus grand maintenant. Lui, Tristan. Ah, tu vois, le parking n'existait pas là. Donc c'était un talus qui descendait et après tu avais un petit étang là, tu avais l'accès à la Moselle. Et c'est la bonne pêche. Ouais, voilà, le parking. Tristan, c'est toi. On était petit. Reste là toi. Attends, on appelle Joris. Joris. Et la chasse est ouverte. La chasse est ouverte. Oula. Oh, arrête. Oh, ça va, tu peux y aller. Vérifie s'il est... Non, mais... Dans les fesses. Hé, Joris, on va te tuer. Noé, fais gaffe. Qui est né le 7 juillet 1917 à Vienne, en Autriche. Il a pris la nationalité française le 31 octobre 1949. Il est père de 5 enfants. Mireille, née en 1944, Denise, née en 1948, Monique, née en 1951, Henri, né en 1952 et Huguette, née en 1955. Il a épousé Solange Werner le 8 juin 1965 à Paris. Et la famille Esler s'est installée dans notre commune le 25 novembre 1972. Alors, monsieur Esler a 97 ans. J'imagine qu'il a des choses très passionnantes à raconter. Je vous invite à en profiter tout à l'heure à l'issue de la cérémonie. Puis, petit cadeau de la commune. Noces de diamant. On va célébrer les noces de diamant de monsieur et madame Dio. Monsieur Dio est né le 4 mars 1931 à Nancy. Madame Dio est née le 21 août 1934 à Strasbourg. Mais son cœur est déjà à Marbache, d'où sa famille est originaire. Monsieur et madame Dio se marient le 24 juillet 1954 à Jarville. Puis à la fin des années 60, il s'installe définitivement en Marbache, rue Jean Jaurès. De cette union sont nés 2 enfants, 3 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. C'est une famille unie, attentive aux autres et à l'humanité tout entière. Madame Dio s'investit dans l'association de la Fraternité des Malades, elle fait le catéchisme aux enfants. Mon fils Nicolas en garde un peu de souvenir. Elle chante à la chorale, encadrer votre acte de mariage. Et puis celui qui est parole à oh, ça pleut. à Castel Mezzano,
dans la province du département de Potenza, en Italie. Ils se sont mariés le 22 octobre 1964, ainsi alors qu'ils résidaient à Pompée. Ils étaient arrivés à Marbache en 1966, c'est ça. J'ai un peu de temps de même. Donc il y a les esprits de M. et Mme Bart, Maurice, qui